En France, le tennis de table a d'abord évolué dans l'ombre du tennis sur gazon, dont il dépendait étroitement. Ce n'est qu'au cours de la décennie 1927 à 1937 que des pionniers se sont mobilisés pour affranchir la discipline de cette tutelle, ouvrant ainsi la voie à son émancipation. Sur le plan sportif, les championnats de France individuels ont été très tôt institués. Organisés pour la première fois en 1928 avec les premiers joueurs nationaux, tels que Raymond Verger, Michel Glickman, et chez les dames, Jacqueline Gallet, Yvonne Fayard, Maggie Bay. Marcel Corbillon, président de la Fédération de tennis de table de 1933 à 1935, ouvre une salle de ping-pong au Marbeuf, un luxueux immeuble situé à proximité des Champs-Élysées, pour donner en quelques mois un élan décisif au tennis de table. Il fait venir les meilleurs joueurs du monde, Barna, Bellac, Zabados, et organise avec ceux-ci une longue tournée en France pour distiller le ping-pong à travers l'ensemble du territoire, sollicite l'organisation des championnats du monde à Paris et y introduit l'épreuve féminine par équipe. L'engouement pour la pratique du tennis de table est à son comble, propulsant sur le devant de la scène de jeunes champions français de première série, tels que Michel Hagenauer, surnommé le Vieux Lion, Charles Dubouillet, Raymond Furman. Les affiliations au sein de la Fédération de tennis de table atteignaient la trentaine de clubs en 1931 pour passer à plus de 600 en 1934. De son côté, dans le Nord, le jeune pongiste Eugène Bouchard, âgé seulement de 14 ans en 1934, fait ses débuts dans le milieu de la petite balle au sein du ping-pong club loussois. Finaliste à son premier tournoi, il se fait remarquer et signe au Mickey Club d'Hennequin et participe au match retour de troisième série, terminant ce championnat sans perdre une seule partie. Il signe ensuite une licence en octobre 1935 à l'Olympique lillois, où il continue de progresser. Durant l'année 1936, il enchaîna les tournois gagnants pour intégrer la première équipe du club qui disputa le championnat du Nord de première série. C'est à cette même époque qu'il fera connaissance d'Alex Ehrlich, vice-champion du monde, par 3 fois. Pendant ce temps-là, les championnats de France de tennis de table se déroulent chaque année dans différentes villes de l'Hexagone, telles que Bordeaux, Clermont-Ferrand, Tours, Nantes, Rouen, Cognac ou encore Paris. Pourtant, un vainqueur s'impose systématiquement, Michel Hagenauer avec 6 victoires consécutives. Mais c'est au début de 1939, à Marseille, que le titre de champion de France lui sera retiré face au talentueux Maurice Bordré, qui remporta le titre simple, messieurs, peu de temps avant une période sombre de notre histoire. Le 3 septembre 1939, suite à l'agression de la Pologne, la Grande-Bretagne puis la France déclarent la guerre à l'Allemagne. Au cours de la bataille de France, en mai et juin 1940, une grande partie de l'armée française est détruite. Le gouvernement français, dirigé par Philippe Pétain, demande alors un armistice pour mettre fin aux hostilités. Il est signé le 22 juin 1940, avec l'instauration d'une ligne de démarcation qui séparera la France en deux. La zone occupée au nord, sous contrôle direct de l'armée allemande, et la zone libre au sud, administrée par le régime de Vichy. En dépit des restrictions, des compétitions ont été organisées pour maintenir l'esprit sportif. Les championnats interzonaux ont permis aux meilleurs joueurs de chaque zone de s'affronter, renforçant ainsi les liens entre les régions. Des témoignages de l'époque, tels que celui d'Angèle Joing, membre du ping-pong club de Valenciennes-Anzin, illustrent les conditions de jeu difficiles. On jouait le dimanche matin de 9h à 12h et également le samedi avant le couvre-feu. Les raquettes étaient fournies par le club et il fallait souvent se les prêter pendant les entraînements. L'hiver, les balles éclataient avec le froid et on jouait en manteau avec nos gants. Les championnats de France individuels sont interrompus durant 3 ans. Ils seront à nouveau organisés en 1943 à Vichy et en avril 1944 à Paris. Et c'est durant cette même année que le championnat de Paris de 1944 se déroula avec les meilleurs pongistes de cette époque. Après l'éliminatoire parisienne, c'est une sélection de 23 joueurs qui restaient qualifiés pour l'épreuve finale, dont Guy Amouretti, Georges Maurras, Eugène Manchiska, Mick Boisdin,
Stéphane Caffiero, Eugène Bouchard. Bouchard, dont les débuts très prometteurs de 1935 lui ont permis par la suite de figurer pendant 4 ans à la 3e et 4e place nationale, affronte en finale l'infatigable Alex Agopov. En ces temps-là, et malgré toutes les contraintes de l'occupation, le tennis de table se portait bien, affichant en mars 1944 605 clubs et 10 000 licenciés. L'Île-de-France et les Flandres dominant qualitativement et quantitativement, s'octroyant alternativement les succès tant dans la Coupe intercomité qu'en Coupe de France. Découvrons maintenant les meilleurs joueurs de France de tennis de table durant l'occupation. Commençons par Alex Ehrlich, de nationalité polonaise et surnommé King of the Chiselers, le roi des choppeurs, a remporté 3 médailles d'argent en individuel au championnat du monde en 1936, 1937 et 1939. Il sera par la suite un entraîneur de renommée internationale et portera les couleurs du club AC Boulogne-Billancourt après la guerre. Il tiendra jusqu'à sa disparition le magasin TAS à Bagneux, spécialisé en matériel et articles de tennis de table. Eugène Bouchard, formé à l'École du Nord, il accéda rapidement au plus haut niveau, en remportant le championnat Zone Nord et obtint son meilleur classement durant les années d'occupation, avec une place régulière de 3e et 4e joueur national, demi-finaliste du championnat de France double avec Robert Bailleul en 1943 à Vichy et finaliste simple messieurs du championnat de Paris en 1944. En fin de carrière, il sera 7 fois champion de Sarthe entre 1954 à 1966. Guy Amouretti, sous le maillot du Cavigal du club Nice Sports, est vice-champion du monde par équipe en 1948 avec 13 participations. Il a également remporté à 7 reprises le titre de champion de France en simple entre 1944 et 1960 et un succès aux championnats internationaux de France. Michel Agnoer à droite avec Guy Amouretti est un défenseur pur et dur qui a été 8 fois champion de France entre 1933 et 1950 et honoré du titre de gloire du sport. Il a gagné le titre national vétéran en 1974 et 1996. De gauche à droite, René Routhouft, Richard Bergman, Stéphane Caffiero qui était un joueur international. Il a remporté la médaille de bronze au championnat du monde en 1955 en simple messieurs. Il fut 3 fois champion de France de double en 1954 et 1955. Mais encore Charles Dubouillet, vice-champion du monde de tennis de table de 1948, Eugène Manchiska, Robert Bailleul, René Routhouft, Alex Agopov et bien d'autres. Dans l'ombre de l'histoire sportive, certains noms s'effacent, non par manque de mérite mais par absence de lumière. Le tennis de table, dans ses premières décennies, n'a pas connu les projecteurs que d'autres disciplines ont rapidement attirés. Dans les années 1930 et 1950, des joueurs d'exception ont pourtant écrit les premières pages de ce sport avec passion, rigueur et un talent hors du commun. Mais, faute de couverture médiatique, leurs exploits se sont dissipés avec le temps. Et leurs noms, pour beaucoup, sont aujourd'hui tombés dans l'oubli. Cette vidéo a pour vocation de leur rendre hommage, de redonner un visage, une histoire à ceux qui ont bâti les fondations du tennis de table moderne. Car le ping-pong d'aujourd'hui et celui de demain ne peut ignorer ceux qui en furent à l'origine. Ce sont leurs gestes, leur esprit, leur vision du jeu qui continuent de vivre à travers chaque génération de pongistes. Ne les oublions pas.